Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette session sur les entreprises engagées et leurs opportunités en termes de réemploi et de recyclage pour les objets et matériaux de la maison. Je suis Vincent Dugrand-Rue, je suis responsable de la filière ameublement chez Ecomaison et je suis accompagné de Laure. Et voilà, je suis Laure Bisson, responsable innovation chez Ecomaison. Alors, Laure, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, vous n'êtes pas forcément tous très familiers des éco-organismes et en particulier d'Ecomaison. Ecomaison, c'est un organisme privé à but non lucratif. Parfait. Qui est agréé par l'État pour prendre en charge la fin de vie des produits et objets de la maison, comme évidemment tout l'ameublement, les matelas, les jeux, les jouets, les articles de bricolage et de jardin, les produits et matériaux de la construction et du bâtiment. On est financé exclusivement par l'éco-participation qui est prélevée par les fabricants, les importateurs, sur les produits neufs, lorsqu'ils vont mettre en marché des produits neufs sur ces catégories de produits. En tant que consommateur, vous pouvez être assez content puisque l'intégralité près de 97% de ce que vous versez en éco-participation va servir à financer le recyclage, va servir à financer également les partenaires, les collectivités locales, les structures de l'économie sociale et solidaire. Et puis on a aussi une partie, et c'est Laure qui va y revenir tout à l'heure, qui finance toute la partie innovation. Et donc toute l'innovation en amont, donc l'éco-conception des produits, et en aval sur le recyclage et le tri des matériaux. Décidément. Alors, on est présent sur toute la France. On a un petit peu moins de 9000 points de collecte, principalement en déchetterie publique. Lorsque vous allez déposer un meuble dans une benne meuble en déchetterie, en fait, c'est à nous que vous le confiez. Et on va le recycler ou le valoriser à près de 97%. L'année dernière, c'était à peu près 1 500 000 tonnes de déchets qui avaient été collectés. Et on les a recyclés et valorisés pour moitié. On a la moitié qui est recyclée, la moitié qui est valorisée. Et on a également une quote-part qui est réemployée grâce à des partenaires de l'économie sociale et solidaire. D'un point de vue matériaux, et on va y revenir tout à l'heure, on se parle principalement de bois, puisque les éléments d'ameublement sont majoritairement faits en bois. On va retrouver également toute la gamme des produits qui vont être rembourrés, ce sur quoi vous êtes assis, les canapés, les fauteuils. Tous ces produits-là, on va plutôt les valoriser en faisant du combustible solide de récupération. On va retrouver également de la ferraille, des mousses, notamment vos matelas, et du plastique, principalement du polypropylène. Pour collecter et recycler tout ça, Ecomaison s'entoure de plein d'acteurs et de parties prenantes différentes. Des metteurs sur le marché, donc les fabricants, les distributeurs, il y en a peut-être parmi vous dans la salle. Toutes ces entreprises en tout cas il y en a 10 000 qui sont adhérentes à Ecomaison et qui participent à ce schéma opérationnel, soit financièrement, en versant l'éco-participation, soit en collectant les produits. Ça va être le cas particulièrement dans les grandes surfaces de bricolage, dans les négoces de matériaux, où on va retrouver des points de collecte, mais également dans les magasins d'ameublement, les grands magasins bleus et jaunes que vous connaissez, et les autres magasins, les autres grandes surfaces spécialisées dans le mobilier vont collecter les déchets de meubles que vous leur apportez et vont nous les transmettre. On travaille également avec des associations, des réparateurs, des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour promouvoir la réparation et le réemploi, qui sont deux axes très forts, on y reviendra juste après, dans la stratégie d'allongement de la durée de vie chez Ecomaison.
On travaille évidemment avec les collectivités territoriales pour être au plus près des consommateurs, pour être au plus près des détenteurs de mobilier et des autres articles de la maison. Et puis c'est le réflexe que nous avons en tant que consommateurs, c'est d'aller à la déchetterie, bien souvent pour aller déposer les produits dont on veut se débarrasser. On travaille ensuite avec les opérateurs, logisticiens, les centres de tri, les centres de préparation. J'y reviendrai à la slide prochaine. Et on va travailler également avec les détenteurs professionnels, donc par exemple l'hôtellerie, tous les endroits qui vont accompagner ou qui vont accueillir du public et qui vont avoir du mobilier pour cela. On parle aussi de la restauration, le café, donc tout ce qui est CHR. Et puis également dans toute la partie bâtiment, puisque ça fait partie des nouvelles filières et en tout cas des nouveaux produits sur lesquels on est agréé. On va aller chercher de la matière sur les chantiers, auprès des artisans, pour ensuite la recycler. Tout ça s'inscrit dans un grand schéma opérationnel qui permet justement de collecter, trier, valoriser ces 1 500 000 tonnes de déchets, avec 4 grandes étapes qu'il faut retenir. La collecte en déchetterie, en magasin, auprès des associations et auprès des professionnels. Le tri, qui est une grande étape. Et on va ensuite trier ce qu'on va récupérer et l'orienter en 5 grands flux. Un flux bois, vous vous souvenez, près de 700 000 tonnes de bois qui sont recyclés tous les ans par Ecomaison. Tout ce qui va être rembourré et textile, tout ce qui va être matelas et mousse, tout ce qui va être ferraille et enfin tout ce qui va être plastique. L'intérêt pour Ecomaison, c'est qu'on va être détenteur de cette matière tout au long de ce schéma opérationnel. Et si vous, en tant que fabricant, vous souhaitez vous approvisionner en matière recyclée, on va pouvoir vous offrir des débouchés, ou en tout cas, on va pouvoir vous fournir ce type de matière. On y reviendra tout à l'heure. Évidemment, il y a une boucle dont on n'a pas parlé et qui se passe avant cette partie déchets, c'est le réemploi et la réparation avec les associations et partenaires d'Ecomaison. On a une route, on a un objectif pour 2029, améliorer la circularité des objets de la maison à toutes les étapes, doper la réparation, donc augmenter la réparation de près de 35% par rapport à 2019 en 10 ans, et on part de loin. Donc c'est pas facile et il y a beaucoup de choses à faire. On déploie des réseaux de réparateurs, on fait des partenariats avec les distributeurs et demain, en tant que consommateur, vous pourrez faire réparer à la fois tout ce qui va être mobilier, chaises, assises, tout ce qui va être outils, articles de bricolage et de jardin, un peu de jouets et toute la partie mobilier, le rangement, les caissons, la cuisine par exemple. On a un objectif fort sur le réemploi qui est de doubler les tonnes réemployées d'ici à 2029 et passer à près de 110 000 tonnes. On va avoir également un objectif sur la collecte et déployer un réseau de collecte toujours plus dense, plus près des consommateurs, particulièrement dans les DROMCOM où on doit également opérer. Et enfin, recycler mieux. Recycler mieux, ça passe par des nouveaux flux matériaux, des meilleures manières de trier les matériaux. Et c'est pour ça qu'on travaille côté innovation. Première étape, dans la partie innovation, on va traiter de la collecte et du réemploi. L'idée derrière la collecte et le réemploi, ça va être de participer, en tout cas de sélectionner des solutions innovantes avec des acteurs historiques de l'ameublement, mais pas seulement, de travailler avec des nouveaux venus, on en a tous les ans, des innovateurs qui vont proposer des solutions de collecte en porte-à-porte, des solutions de collecte innovantes. Donc l'idée, c'est de travailler avec ces partenaires pour développer et améliorer notre captation du gisement. L'idée également, c'est de mettre en relation ces partenaires, nos adhérents, les distributeurs particulièrement, mais les fabricants, avec ces innovateurs. On a quelques partenariats, j'y reviendrai slide suivante, sur lesquels on a permis de développer des solutions de collecte et de réemploi.
au cours de ces dernières années. Et puis, Ecomaison aussi accompagne via des pilotes les entreprises qui le souhaitent. Donc, c'est des pilotes sur la collecte. On est en train de mettre en place des collectes sélectives sur des zones commerciales, près de Rennes, à la Mézières, pour rapprocher les centres les points de collecte des centres de démantèlement et ainsi réduire le kilométrage que vont faire les matériaux qu'on va collecter. Voilà. Depuis 2022, on a lancé des appels à projets sur la collecte. On a travaillé avec une vingtaine de partenaires. Vous en connaissez peut-être ici, Used, CircularX, Give, qui sont des partenaires d'Ecomaison et qui permettent de réemployer et de collecter les produits avant qu'ils ne deviennent des déchets. On va retrouver également, et c'est ce que je disais juste avant, sur des projets qu'on accompagne, le projet Booster le réemploi à Montpellier et on en a également un à Bordeaux, où on va travailler avec différentes parties prenantes pour justement continuer à augmenter cette collecte pour réemploi. Pareil, j'en parlais juste avant, du côté de Rennes, on est en train de mettre en place une collecte sélective qui va récupérer les matelas. On a des forts enjeux de préservation de la matière, puisqu'on a des blocs de mousse, on a des ressorts, on a des blocs de latex qui sont assez facilement recyclables, une fois qu'ils sont bien démantelés. Et donc, on va chercher à préserver cette matière tout au long du schéma logistique. Et donc, pour cela, on se rapproche des consommateurs. Un projet qui est en cours et que vous allez voir fleurir, que vous commencez à voir fleurir et que vous allez voir se développer dans les prochains mois, c'est la collecte pour réemploi chez les partenaires distributeurs. Ikea, Conforama, But, d'autres enseignes également d'ameublement vont se voir dotés par Ecomaison de conteneurs maritimes en plus de leur benne de stockage de déchets pour pouvoir isoler les matériaux et les produits qui vont être rapportés par leurs clients. Et ensuite, on a ce travail de dentelière, ce travail de maillage entre les structures de l'économie sociale et solidaire, qui sont en général très atomisées. Il y a quelques grands réseaux, Emmaüs, le réseau national des ressourceries, mais rien de très centralisé. L'idée, c'est de faire cette liaison entre les distributeurs et les structures de l'économie sociale et solidaire en local. Et ça, on accompagne les fabricants, les distributeurs dans cette optique-là. Je vais laisser la parole à Laure sur la partie innovation et sur la partie matériaux particulièrement. Merci Vincent. Donc, on l'a vu, l'innovation chez Ecomaison qui accompagne les entreprises engagées, ça peut toucher la collecte et puis les services pour orienter vers le réemploi à la réparation, mais ça peut toucher aussi le recyclage. Donc, dans le recyclage, il y a plusieurs notions. Et aujourd'hui, on va parler des entreprises qui veulent s'engager plus dans la recyclabilité des produits ou dans l'incorporation de matières recyclées et qu'on accompagne également. Donc, si on commence par la partie recyclabilité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la définition de la recyclabilité est très claire au niveau juridique. Donc, on s'appuie sur une définition donnée par la loi AGEC qui dit que pour définir un produit comme recyclable, il faut répondre à 5 conditions cumulatives. Vous voyez, les conditions qui sont colorées en vert sont plutôt celles qui sont liées à la filière de collecte, tri et recyclage des matières. Donc ça dépend vraiment de la capacité de l'éco-organisme ou des éco-organismes à mettre en place ces aspects de tri et de recyclage. En revanche, les conditions qui sont surlignées en rouge sont celles qui concernent vraiment la capacité du producteur ou du distributeur dans sa fabrication ou dans le choix des produits. Donc pour le fabricant ou le distributeur, il s'agit vraiment d'aller vers des produits qui sont composés majoritairement de matériaux recyclables et, on le voit dans la condition 3, qui ne comportent pas de perturbateurs de recyclage. Donc ça, c'est une notion qui est maintenant aussi clairement définie. Et qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur de recyclage ? C'est un matériau ou un assemblage qui en fait complexifie la séparation des matières ou l'extraction des matières recyclables. Ça peut être ça, ou bien ça peut être un matériau, un assemblage qui compromet
la qualité du gisement, par exemple du bois qu'on va recycler ou des mousses qui sont nos deux gros matériaux valorisables en recyclage. Donc c'est sur cette base de définition qu'on peut ensuite travailler de notre côté, Ecomaison, et puis avec les entreprises adhérentes, fabricantes ou distributrices. Donc on peut prendre un exemple qui est pour nous le plus intéressant aujourd'hui. Vous avez vu tout à l'heure dans notre schéma opérationnel qu'on a un certain nombre de flux, donc 5 flux aujourd'hui, du bois, du plastique, du métal, des mousses de matelas, et puis un autre flux qui est le flux en fait généré par les meubles rembourrés. Les meubles rembourrés, c'est ceux comme les chaises, les sofas, les poufs, etc., qui, malheureusement, à la date, ne peuvent pas être recyclés car le démantèlement est vraiment une étape trop complexe à mettre en place. On voit ici, donc, sur cette slide, la difficulté de réparer et de recycler du fait d'une faible démontabilité et d'une multitude de matières, de tailles, de conception de produits. Donc tous ces obstacles ne sont pas insurmontables et nous y travaillons. Donc vous voyez qu'il y a un axe de travail plutôt côté Ecomaison de faire évoluer le schéma de la gestion de la fin de vie des produits. Donc au niveau de la captation, de la collecte, du tri, du démantèlement des matières. Et puis on essaye de travailler aussi de plus en plus avec les adhérents pour essayer d'aller vers de l'éco-conception qui elle-même facilite la recyclabilité. Donc si on regarde du côté Ecomaison, améliorer la recyclabilité, ça veut dire améliorer la gestion de la fin de vie. Donc on voit ici qu'Ecomaison lance un gros programme cette année sur améliorer toutes les étapes de recyclabilité des meubles rembourrés. Donc ça va commencer par les consignes de tri, tout ce qui est séparable déjà au niveau du consommateur, au niveau de l'individu quand il vient à la déchetterie déposer son meuble. C'est déjà un gain ensuite pour toute la filière. Deuxièmement, il y a des questions de logistique, on les a vues tout à l'heure, comment capter au mieux les flux, les préserver, les massifier, les rendre suffisamment aussi préservants, rendre, disons, cette logistique suffisamment préservante pour conserver des matières de bonne qualité et donc plus facilement recyclables. Mais le point qui est vraiment le plus important, c'est de mettre en place un démantèlement efficace ou en tout cas une séparation des matières. Donc on a deux voies qu'on explore actuellement. Un démantèlement qui peut être manuel ou mécanisé. Et ça, on s'appuie sur tout ce qui a été développé, qui est désormais très mature sur la filière des matelas. Donc on a effectivement une forte capacité de recyclage en France des matelas. Ils sont en grande majorité recyclés par démantèlement, donc séparation des matières, des enveloppes, des mousses, des ressorts. Donc tous ces flux vont majoritairement en recyclage. Mais si il s'avère trop difficile de démanteler les canapés, les chaises rembourrées, on a aussi l'option d'avoir un broyage grossier, disons, qui permettrait ensuite de travailler sur des outils de tri pour mieux séparer les matières. Et enfin, évidemment, il faut penser aux débouchés de valorisation par recyclage de ces matières. Mais sur cet aspect, en fait, on a moins d'inquiétude puisqu'on connaît déjà tout un réseau d'acteurs de recyclage du bois, des mousses et on commence à bien déployer la filière recyclage textile. Donc voilà ce qu'on fait de notre côté, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on engage aussi nos partenaires, que ce soit nos adhérents, mais aussi d'autres acteurs, à travailler la recyclabilité plutôt via l'éco-conception. Donc il y a déjà un accompagnement général, on va dire, de sensibilisation à l'éco-conception, d'accompagnement sur certains aspects plus réglementaires, comme l'obligation des fabricants, des distributeurs à déployer des plans de prévention et d'éco-conception. On offre aussi un outil de recyclabilité qui permet d'évaluer la recyclabilité des produits qu'un adhérent met sur le marché. Et on a aussi un programme d'innovation, le programme Innovation for Eco-Design, qui va aussi aller dans ce sens de déployer des initiatives d'éco-conception avec nos adhérents. Donc de quoi il s'agit dans ce programme d'innovation pour l'éco-conception ? Il s'agit de mettre en fait à la connaissance de nos adhérents, des entreprises fabricantes ou distributrices,
des innovations qui vont pouvoir aller dans le sens d'avoir un moindre impact environnemental et qu'on met à disposition de nos adhérents dans un catalogue donc tout à fait accessible où il y a plus de 90 innovants. Donc c'est souvent des startups ou des entreprises qui sont en train de déployer un nouveau produit, une nouvelle catégorie de produits éco-conçus. Et on travaille aussi à travers le programme Innovation for Eco-Design via des groupes de travail. Donc là, on essaye dans une autre façon de travailler, d'être plus en collectif entre différents innovants, différents fabricants et distributeurs pour essayer de débloquer des verrous ensemble. Donc ici, on voit le type d'innovations qui sont proposées dans ce catalogue. Ça peut concerner principalement des matériaux durables, donc biosourcés, recyclés, ou des matériaux qui sont produits avec un faible impact environnemental. Vous voyez le type de matériaux qui sont concernés ici. Donc ça va des matériaux bois, panneaux alternatifs, textiles nouveaux, recyclés, biosourcés, des adhésifs aussi, des traitements de surface. Donc c'est pas uniquement des matériaux majoritaires dans les produits, ça peut être aussi des additifs, etc. Donc c'est effectivement à travers ces innovations qu'on va pouvoir aussi améliorer les grands axes d'éco-conception que sont la durabilité, l'allongement de la durée d'usage des produits, par exemple avec des traitements anti-vieillissement, la réparabilité, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est aussi éviter ou améliorer la recyclabilité. Donc là, il s'agit d'éviter les perturbateurs de recyclage qu'on a vus tout à l'heure. Donc on voit ici imagé des perturbateurs qui sont vraiment liés justement au flux des meubles rembourrés. Vous voyez des accroches trop solides avec la structure, des coutures très fortes, des mélanges de matières, du coup des matières qui restent résiduelles sur le flux bois ou sur les flux mousse. Donc tous ces points un peu bloquants pour le recyclage, il va falloir les lever et ça peut se faire aussi à travers des sourcings d'innovation. Néanmoins, ce n'est pas uniquement des questions de matière et de nouveautés, on va dire, technologiques. Il s'agit aussi de repenser la conception des produits. Et c'est dans ce sens-là qu'on mène aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des groupes de travail. Donc on essaye de mettre vraiment les fabricants, surtout collectivement autour de la table, pour essayer de réfléchir, par exemple, là on a deux exemples, à des canapés démantelables, donc qui soient plus facilement gérables en fin de vie dans la filière de recyclage, avec des nouveaux systèmes d'accroche, des adhésifs alternatifs, etc. Ou bien, par exemple, sur les matelas, une des difficultés, c'est les plateaux de matelas qui sont multimatières, cousus, donc très solidaires, les matières très solidaires les unes des autres, très difficiles à démonter. Donc là, on peut travailler aussi sur des technologies qui peuvent permettre de mieux séparer ces différentes couches. Donc tout ça, ça demande en fait une adhésion et un engagement de plusieurs acteurs. Il ne s'agit pas d'avoir un seul fabricant qui se lance dans cette initiative. Il faut vraiment qu'on arrive à embarquer tout le monde pour faire vraiment améliorer les choses au niveau de la recyclabilité en fin de vie. Et on a un autre mode d'accompagnement, c'est finalement l'incitation aussi financière. Donc l'incitation financière, elle se déploie progressivement, mais elle est aussi désormais très clairement décrite dans notre cahier des charges, dans nos obligations, nous, en tant qu'éco-organisme, c'est de valoriser en fait le niveau de recyclabilité des produits à travers des tarifs modulés. Donc ça, c'est Ecomaison qui a choisi de déployer ça de cette façon-là. Des tarifs modulés qui dépendent de la recyclabilité. Donc chez Ecomaison, on a 4 niveaux, à des produits qui sont entièrement recyclables, des produits majoritairement recyclables, et on a distingué en fait les produits qui sont valorisables par valorisation énergétique et ceux qui au contraire n'ont vraiment aucune solution de valorisation. Donc c'est important de voir que là, les tarifs d'éco-participation du fabricant ou du distributeur vont être différents. Donc, c'est plutôt incitatif. Donc on va passer à la troisième partie. On a parlé de recyclabilité. Maintenant, on va parler d'incorporation de matières recyclées. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller fermer la boucle circulaire et réincorporer des matières qui sont des nouvelles ressources. Donc, de quoi parle-t-on en termes de matières recyclées Ecomaison ? On a vu le schéma opérationnel, on a parlé de la recyclabilité. Donc, quand on recycle, on arrive à des flux bois,
a des flux, et j'ai surligné donc ceux qui peuvent avoir des débouchés en recyclage. Donc on va avoir le flux bois qui peut être recyclé en panneaux de particules, qui peut s'adresser au secteur de l'ameublement ou autre. Le flux mousse qu'on recycle très bien, on fait essentiellement des panneaux de mousse agglomérés qui peuvent être réutilisés dans le bâtiment, l'ameublement, mais aussi l'automobile et le sport. Et on a les plastiques qui peuvent aller aussi vers l'ameublement, jeux jouets, brico-jardin, donc dans nos filières, mais aussi dans l'automobile. Et on a les textiles qu'on commence à recycler aussi vers des produits d'isolation, comme des feutres ou des non-tissés recyclés. Et là aussi, ça peut s'adresser à l'ameublement et au bâtiment. Donc ces différentes matières, la façon qu'Ecomaison a choisi pour accompagner ses adhérents à incorporer plus ces matières recyclées, c'est de mieux en fait décrire, de promouvoir ces matières à travers une plateforme de présentation de ces matières où les entreprises qui le souhaitent et qui s'engagent dans cette démarche peuvent obtenir des caractéristiques techniques, des pistes d'incorporation, et on va ensuite pouvoir les orienter à travers cette plateforme vers des solutions de fourniture de ces matières et ou des appels à projets qu'on porte nous s'il y a du développement nécessaire, donc en innovation. Donc voilà, on va vraiment pouvoir orienter ceux qui le souhaitent à mieux se développer dans cette direction d'incorporer des matières recyclées. Donc incorporer des matières recyclées, pour nous, c'est avant tout un enjeu sur différentes matières. On l'a cité, c'est un enjeu sur le plastique. Je le cite juste comme exemple parce qu'en fait, on a vu qu'il y a une grande maturité sur le bois, sur les mousses. Mais sur le plastique, on va avoir un gisement qui va se déployer. On a vu, il y a un petit peu de plastique dans l'ameublement, mais avec le bâtiment, le bricolage, le jardinage, etc., on va avoir différents types de plastique. Et du coup, une nouvelle diversité en fait, de ressources secondaires pour les fabricants. On va aussi on va de plus en plus soutenir aussi via de l'incitation financière. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est une thématique multifilière. Donc, ce qu'on a mis en place pour débuter là-dessus, puisque c'est assez récent qu'on se déploie sur différentes filières, c'est un groupe de travail autour de l'incorporation de plastique recyclé. Et notre idée, c'est de mettre en jeu à la fois des fabricants, donc les metteurs sur le marché qui arrivent en bout de chaîne ici pour incorporer de la matière recyclée, mais de mettre dans un groupe de travail avec aussi des plasturgistes, des régénérateurs recycleurs de plastique, des fournisseurs d'additifs, donc on l'a vu, qui sont sourcés dans notre programme d'innovation, et que tout ce monde-là, autour aussi de notre accompagnement, se retrouve pour vraiment trouver les meilleures façons d'incorporer des nouvelles matières plastiques, puisqu'on sait qu'il y a des challenges techniques aussi à incorporer ce type de matières premières secondaires. Voilà, donc c'est essayer vraiment de débloquer les verrous collectivement. Et de la même façon que pour la recyclabilité, bien finalement, nous, on accompagne aussi ceux qui s'engagent dans cette direction à travers une incitation financière. Donc aujourd'hui, cette incitation financière, elle s'appelle la prime d'incorporation de matières recyclées, la prime EMR, et elle est disponible pour tous les adhérents d'Ecomaison qui souhaitent incorporer des matières recyclées. Donc elle a déjà existé, cette prime, en fait, dans les années précédentes. C'était une initiative d'Ecomaison de soutenir l'incorporation de bois, des mousses. On voit ici, c'était en filière fermée, Ecomaison, c'est uniquement pour les matières qui étaient issues de notre réseau. Et aujourd'hui, à la fois dans la volonté, on va dire, actuelle de soutenir cette initiative et en accord aussi avec nos obligations, on déploie cette possibilité de soutenir l'incorporation de matières recyclées à d'autres matières. Donc on voit ici les plastiques et les textiles. Dans les plastiques, il y a différentes résines plastiques, c'est pas uniquement les polyoléphiles. Il y a aussi, il y a différentes PP, PE, PS, ABS et le PVC pour le bâtiment. Et tout ça en boucle ouverte, c'est-à-dire que désormais, le metteur sur le marché qui souhaite incorporer de la matière peut aussi se sourcer en dehors du réseau Ecomaison et bénéficier de cette prime. Donc on voit ici les montants qui sont ceux proposés par Ecomaison, qui dépendent aussi de certains critères d'éligibilité, bien entendu. Il faut qu'il s'agisse de matières post-consommation, issues de déchets, de produits usagés, et du réseau français de déchets. Et ça dépend d'un seuil et d'un type de recyclage, voilà, qui n'est pas détaillé ici.
Le principe, on l'a vu, c'est qu'Ecomaison est finalement au centre d'un réseau d'acteurs, les metteurs sur le marché, en haut, fabricants ou distributeurs, qui, via l'éco-participation, en fait, contribuent aussi eux-mêmes à boucler la boucle, hein, à nous soutenir dans l'organisation via le geste consommateur, les opérateurs de collecte, tri, préparation des déchets et notre connexion avec les recycleurs. Finalement aller vers cette circularité. Et nous, en fait, on souhaite promouvoir le fermer la boucle, hein, la dernière flèche, de promouvoir donc l'incorporation de matières recyclées auprès des fabricants et distributeurs en rétribuant finalement une prime. Je vais laisser la parole à Vincent pour conclure sur ces différentes initiatives de soutien d'Ecomaison et d'engagement des entreprises vers la circularité. Donc vous le voyez, Ecomaison essaye d'agir à chacune des étapes du cycle de vie des produits. Elle accompagne les entreprises, fabricants, distributeurs, adhérents d'Ecomaison, mais pas seulement, puisque toutes les entreprises qui vont être partenaires sur la réparation, sur le réemploi, sur la collecte, sur le recyclage, sur l'innovation, vont être amenées à travailler avec nous. Pour ça, je vous invite à nous revoir au stand 109 à l'étage en dessous pendant ces 2 journées à ProDurable. Et merci pour votre attention. On va pouvoir prendre vos questions. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ou bien des commentaires? Oui. Donc, je travaille dans une société immobilière et qui gère des programmes de promotion. Et donc, je voulais savoir aujourd'hui, parce que là, vous avez cité des adhérents qui sont très Leroy Merlin, Castorama et toute la clique. Mais est-ce que vous avez des constructeurs qui sont adhérents chez vous? Parce que les déchets de chantier, c'est un volume hyper important. Alors effectivement, on est agréé depuis 2 ans sur la filière bâtiment. On va retrouver en metteur sur le marché plutôt des fabricants ou des négoces de matériaux. Donc avec qui on travaille. On travaille avec eux aussi sur ce versant de recyclage. On travaille avec ce qu'on appelait les donneurs d'ordre, les artisans également, pour le déploiement des solutions de collecte. Et on reprend gratuitement sur les chantiers, en fonction d'une certaine volumétrie, les déchets triés pour ensuite les recycler et les valoriser. 2 axes de travail pour nous de ce côté-là. Un axe auprès des distributeurs, GSB et Négoce, chez lesquels on va déployer des solutions de collecte, en fait des mini-déchetteries adressées aux artisans, qui vont être sur leur point de vente. Et puis on va aller aussi directement sur les chantiers, à partir de 30 mètres cubes, je crois, de déchets, et sur lesquels on va aller récupérer les déchets triés pour ensuite les orienter vers les intégrer dans le schéma opérationnel de recyclage. Donc, on hérite de 10 ans d'expérience Ecomaison sur la partie meuble. C'est là où on est le plus présent. Sur la partie bâtiment, on est en train de le construire. On est en train de construire des schémas de valorisation sur des membranes bitumineuses, sur différents matériaux. Certains se recyclent très bien dans le bâtiment, déjà. Et l'idée, c'est de continuer à promouvoir ce recyclage-là. Laure en parlait sur les plastiques particulièrement, les PVC, tous les tuyaux, etc. On travaille sur le sujet et on va le soutenir via les primes d'incorporation. Oui, effectivement, sur la filière de gestion des produits fin de vie, si on peut appeler ça comme ça, dans le bâtiment, on a un programme d'innovation renforcé depuis 2021 à ce sujet. Et les points vraiment de travail, c'est comme l'a dit Vincent, c'est beaucoup les matières plastiques. Pour nous pour lesquels des développements, surtout des plastiques, par exemple sur les plastiques durs, on va avoir
On va plutôt travailler avec les opérateurs existants qui maîtrisent déjà un petit peu le sujet sur les plastiques, par exemple des équipements électroniques, et en revanche sur les plastiques souples qu'on peut trouver dans le bâtiment, mais aussi dans le brico-jardin. Là, ça demande encore un peu de développement, donc on a des projets en cours en R&D. Bonjour à tous. Une petite question. Là, on voit donc vous recyclez tous les matériaux, mais qui est le client final? Parce que vous recyclez, mais c'est pour remettre en circulation. À qui vous distribuez tout ce que vous récupérez, que vous avez tout réparé, les plastiques par exemple, à qui vous les remettez? Enfin, qui est le client? Parce que vous faites ça, mais ça revient dans le circuit. Oui. Donc, qui récupère tout ça au final? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, c'est un peu votre question. Elle touche un petit peu le périmètre en fait des écomaisons et des éco-organismes en général. Hein. Les éco-organismes, ils traitent la filière de gestion des déchets. Donc, ils arrivent en fait ils financent. Et dans notre cas, puisqu'on a un éco-organisme opérationnel, on gère toute cette transformation des déchets en étant d'ailleurs propriétaire de la matière. Et jusqu'à l'étape où le déchet va être prêt à être transformé pour fabriquer un nouveau produit. Donc en fait, nos clients, ou on va dire nos débouchés, sont des recycleurs, ou qu'on appelle régénérateurs pour les plastiques, c'est-à-dire ceux qui vont prendre la matière préparée par le réseau Écomaison et la transformer en nouveau produit. Donc il s'agit vraiment des régénérateurs pour les plastiques. Pour les mousses, ça va être les fabricants de panneaux de mousse agglomérés. Pour le bois, c'est pareil, les fabricants de panneaux de particules. Voilà. Et ensuite, on le voyait tout à l'heure dans la boucle, d'ailleurs, c'était effectivement, en vert, c'est notre périmètre. Nos clients premiers, c'est les recycleurs régénérateurs. Donc c'est eux qui ont transformé le déchet préparé en produit, et qui ensuite vont être des fournisseurs pour les fabricants de produits plus élaborés. Parfois, c'est direct. Si c'est dans le cas du bâtiment, on peut avoir une étape un peu directe, puisque les fabricants du bâtiment peuvent fabriquer des matériaux. Pardon ? C'est pas nous. Ça va être celui qui prépare le produit, oui, qui... Oui, c'est ça. Oui, pardon, je comprenais effectivement. Votre question, c'est est-ce qu'on vend à la fin? Alors, on vend la matière, on vend le bois, on vend les mousses, on vendra un peu plus le plastique. Avec toutes les fluctuations des prix de marché sur la matière recyclée actuellement. Donc il y a beaucoup de comment dire, un gros dynamisme, ça bouge beaucoup. Les prix des matières recyclées, effectivement, on est amené à suivre de près ces prix matières et les prendre en compte également dans les primes qu'on va reverser pour l'incorporation de matières recyclées. Et concernant les meubles? Pardon? Les meubles réparés, par exemple, vous en faites quoi? La réparation, c'est une étape qui arrive plutôt si tu reviens avant. L'étape juste le slide après. Donc ça veut dire que j'ai pas bien suivi? Okay. Non. En fait, là, on va avoir deux types de clients. En fait, on va avoir effectivement toute la partie recyclage, où le client final, ça va être les régénérateurs qui vont ensuite réincorporer la matière dans des produits neufs. Ici, ça va plutôt être le particulier, le détenteur, puisqu'on va soutenir la réparation. C'est le cas sur l'ameublement, sur les articles de bricolage et de jardin, où on va faire baisser la facture de la réparation pour les consommateurs. Aujourd'hui, faire réparer un canapé, ça coûte 135 €. On va avoir 35 € qui vont être pris en charge par Écomaison pour le bénéfice du consommateur. D'accord. En fait, c'était pas ça en fait ma question. Là, vous êtes en train de parler d'une personne qui vient vous apporter son meuble. Là, je parle des déchetteries, par exemple. Il y a des gens qui jettent des meubles parce qu'ils préfèrent en acheter un neuf et ils n'ont pas envie de le réparer. Il suffit de se promener dans les rues de Paris pour voir tout ce qui est jeté qui peut être récupéré.
Qu'est-ce que vous faites justement parce que vous récupérez ce type de mobilier abandonné, qu'est-ce que vous en faites après? Ce mobilier abandonné, il va en recyclage. Vous ne réparez pas pour le... Non, tout ce qui va être jeté en déchetterie dans la benne ou ce qui va être déposé et collecté ensuite en porte-à-porte n'est ni réemployé ni réparé. Il va directement dans la filière de recyclage. D'accord. Donc ça, c'est ce qui est Ce qui est actuellement. Par contre, on met en place les conteneurs. Ce qu'on met en place, il y a deux choses qu'on met en place pour pallier entre guillemets à ça. Il y a un soutien auprès des collectivités locales pour la mise en place de conteneurs réemploi. Et donc, lorsque le consommateur va aller en déchetterie, il va avoir la benne meuble dans laquelle il va avoir la partie déchets. Il va avoir un conteneur dans lequel il va pouvoir mettre ce qu'il considère comme réemployable. Et on va faire la même chose chez les distributeurs. Voilà, c'est ce qu'on est en train de déployer. Donc ça, c'est les deux types de détournement du gisement déchets qu'on est en train de mettre en place. Mais fondamentalement, on ne va pas sortir même un produit nickel de la benne pour le réemployer ou le réparer. C'est trop compliqué opérationnellement sur les 1 500 000 tonnes collectées tous les ans. Donc ça, c'est valable pour ce qu'on est en train de mettre en place. Donc ça répond à votre question. Hein. C'est vraiment l'idée de mettre ce qu'il faut en place dans les déchetteries et chez les distributeurs, chez qui les gens vont rapporter leurs produits usagés, de façon à ce qu'ils se posent la question. On a d'ailleurs défini des consignes. Qu'est-ce qui est réparable, réemployable et qu'est-ce qui est vraiment à mettre à la benne déchets. Et ça, par contre, c'est vrai, c'est en déploiement. C'est pas encore en place. Je pense dans beaucoup de déchetteries, c'est pas encore en place. Mais ça se déploie et c'est valable également pour les petits objets. C'est-à-dire pour les petits objets, on ne va plus parler de grandes bennes, on va parler de caisse-palettes avec donc c'est beaucoup pour les jeux, les jouets, le bric-au-jardin. Et de la même façon, là, va y avoir de plus en plus une distinction entre ce qui est réparable, réemployable et ce qui est au contraire du vrai déchet. C'est vrai que sur les petits objets, on va avoir on va avoir une étape de tri supplémentaire avec un tri pour réemploi. Les gros objets, la benne 30 mètres cubes, on va mettre personne dedans pour aller retirer ce qui est réemployable de ce qui ne l'est pas. En revanche, sur les caisses palettes qui sont en train d'être déployées en déchetterie, dans les magasins également, il y a des bornes. Si vous allez dans des magasins de jouets, on a mis en place des bornes dans quasiment tous les magasins de jouets en France. Vous allez pouvoir déposer vos produits. Ils vont être pris en charge dans 75% des cas directement par une association qui fera un tri pour réemploi. Et si c'est pris en charge par un opérateur, il y a aussi un tri pour réemploi. Donc c'est quelque chose qu'on a à cœur de développer le réemploi. Hein, ça fait partie de nos gros objectifs. Mais la benne, c'est le déchet. Bonjour, mais justement je peux rebondir puisque moi je travaille pour l'association Emmaüs Défi. On bénéficie au titre du réemploi de collecte via Ecomaison. Et donc ce que j'allais vous demander justement, c'est qu'il y a eu une grande mobilisation d'Ecomaison sur la mise en place de partenariats entre magasins et associations au moment de l'extension à la filière jouets bricots. Est-ce que vous allez revenir pour l'ameublement, tenter justement d'implanter également une série de partenariats de la même façon? C'est ce qu'on est en train de déployer. J'ai montré il y a quelques slides avec les conteneurs maritimes chez les distributeurs de meubles. Donc on est à une grosse cinquantaine de magasins sur la France qui se sont équipés. C'est un peu long et compliqué, mais on est en train de le mettre en place. L'année prochaine, on devrait en avoir plusieurs centaines déployés sur tout le territoire français. L'idée, ça va être vraiment de détourner ce flux et de ne pas aller dans côté déchets. C'est une demande à la fois des distributeurs, à qui ça fait quand même mal au cœur de jeter parfois des canapés qu'ils ont repris et qui sont quasi neufs, ou en tout cas en bon état. Et puis c'est aussi un enjeu pour les structures de l'économie sociale et solidaire pour avoir un flux assez qualitatif, plutôt bien conservé, et peut-être un peu plus moderne dans le cas de l'ameublement où on a des meubles en merisier à foison dans les structures ou dans les ressourceries, et donc c'est un petit peu passé de mode. Et l'idée, c'est d'aller justement proposer des produits un peu plus récents et bien conservés. Donc ça, oui, on y va, et ça fait partie de nos grands objectifs 2025. Pas de souci. Il y a derrière toi aussi, Anne-Laure. Oui, bonjour. Oui.
Je reviens sur la filière bâtiment que vous touchez maintenant. Il existe déjà 2 éco-organismes qui sont Valobat et Valdelia. Quels sont, enfin, j'ai du mal à comprendre un troisième. Déjà, il y en a 2 et que c'est déjà pas simple. Pourquoi vous allez sur cette filière-là? Et alors, à ce moment-là, quelles sont les passerelles en fait qui sont peut-être créées entre Valobat et Valdelia? Alors, Pourquoi C'était pas une question piège. Non, alors on y allait en même temps. Sur cette filière, on n'y est pas allé après. On est allé en même temps. On a été agréé en même temps que Valobat et Valdelia. Le marché du bâtiment, c'est un gros marché. Nous, on va avoir nos spécificités avec de la collecte plus près des consommateurs, notamment avec les grandes surfaces de bricolage. Donc, on va avoir tout ce petit monde du bâtiment. On va avoir également une spécialisation sur le bois. On va retrouver beaucoup d'adhérents de la filière bois chez Ecomaison. Et on a une spécificité sur le recyclage du bois. Donc ça fait partie des gros points forts qu'on va avoir sur le bâtiment. Pour nous, ça a du sens de collecter opérationnellement également ces flux pour massifier, pour créer des synergies et des économies d'échelle. Et voilà, donc si je devais résumer, c'est un service plus près des consommateurs, notamment en GSB et dans certains magasins de négoce, un service auprès des artisans qui sont déjà adhérents d'Ecomaison sur la partie ameublement ou partenaires quand ils sont poseurs de cuisine notamment, ou agenceurs. Et le dernier point, c'est des synergies qui vont permettre de dégager des économies à l'échelle de la filière pour faire en sorte que le consommateur, à la fin, il paye un peu moins cher. Après, pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est comment un petit peu tout ça s'organise, pourquoi il y a plusieurs éco-organismes. Donc ça, c'est vrai que c'est nouveau d'avoir un environnement un peu concurrentiel au niveau des éco-organismes. C'est comme ça, c'est un état de fait, c'est permis par la loi, donc les gens se positionnent. Nous, ce qui a été aussi défini, c'est qu'il devait y avoir des organismes coordonnateurs pour les filières comme ça, où on avait plusieurs éco-organismes. Donc il y a des formes de décision collective au niveau des différents éco-organismes qui se positionnent sur la même filière, qui sont prises dans cet organisme coordonnateur, donc on appelle OCAB pour le bâtiment. Et il y a également des arbitrages qui se font dans cette instance en fait. Et c'est valable également, donc vous le soulignez pour le bâtiment, mais c'est valable aussi maintenant sur l'ameublement, puisque les mêmes éco-organismes qui sont positionnés sur le bâtiment se sont aussi positionnés sur l'ameublement, Valobat et Valdelia. Donc on a également un organisme coordonnateur qui arbitre certains points ou aligne certains points au niveau de l'ameublement. Partenariat entre éco-organismes pour favoriser des filières de recyclage qui aujourd'hui demandent de l'échelle pour trouver financièrement des débouchés. Alors, ce sont des confrères. Ce sont des confrères puisqu'on a les mêmes objectifs, on a le même cahier des charges, on a les mêmes obligations. On va dans le même sens et c'est pour ça qu'il y a un organisme coordonnateur pour faire en sorte qu'on aille dans la même direction et qu'il y ait une péréquation entre les différents éco-organismes. Donc ça, c'est une volonté, ou en tout cas, ça va dans le bon sens pour le consommateur in fine et pour l'ensemble de la filière a priori. Le fait qu'on soit concurrent, c'est plutôt qu'on soit différencié. On n'est pas tant concurrent, on est surtout différencié dans nos offres de services, de par notre histoire ou de par les fondateurs de chacun de ces éco-organismes. On va avoir une offre de service qui va être différenciée. Donc on n'est pas forcément tout à fait sur les mêmes créneaux. Donc on est les deux, partenaires et un petit peu quand même, on cherche aussi à se différencier. Mais c'est pour ça que je soulignais qu'il y a des points d'alignement et on est évidemment volontaire pour faire avancer collectivement la filière. On va se faire chasser de la salle. Ah, il y avait peut-être une dernière question. Dernière question, monsieur qui levait la main depuis longtemps. Et après, on arrête tout de suite. Oui, bonjour. J'aimerais bien savoir un peu les ordres de grandeur, de taux de recyclage et aussi de taux de matière recyclée intégrée dans le ameublement neuf, si c'est possible.
La question compliquée. Question piège pour la fin. En termes de taux de recyclage, toute matière confondue, on est à plus de 50%, on est à 97% en valorisation globale si on inclut la valorisation énergétique. Si on prend matière par matière, par exemple pour le bois, on atteint 70% ou plus de 70% de recyclage du bois collecté par Ecomaison. En revanche, le taux d'intégration de matières issues de notre gisement DEA, je pense que dans les nouveaux produits de l'ameublement, ou en tout cas dans les nouveaux panneaux de particules, on doit être dans les 10%. Mais c'est très approximatif, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. On est d'ailleurs en train de les réévaluer pour cette question des primes d'incorporation de matières recyclées. Et entre justement la valorisation thermique et le recyclage, quelle est la distribution ? C'est un peu plus de recyclage. Donc, je disais tout à l'heure, dans les 50% de recyclage et 45% à peu près pour la valorisation énergétique. On a quelques pourcents de réemploi qui vont être amenés à grossir fortement. On l'a vu, on veut doubler et même plus si possible. Donc voilà. La partie valorisation énergétique va diminuer, le réemploi va augmenter et le recyclage se développe bien. Du coup, merci pour toutes vos questions. N'hésitez pas à venir sur notre stand. Donc, il y aura nos 2 experts sur le stand 109. Merci beaucoup à tous pour votre attention et vos questions. Merci. Bonne journée.